Bonjour à vous. En fait, je suis Fanny Linière et j'ai une société de conseil et de formation. Ça fait donc 23 ans que, sortie de mon DESS en projet d'intermédiation sociale École Valérie, que j'ai fait en 2000, j'ai appris donc l'économie au service de la société. Une économie qui a le souci de vérifier si effectivement il y a un impact sociologique, un impact écologique, ça fait partie, moi, de ma façon d'accompagner la création d'entreprises depuis toujours. Donc aujourd'hui on parle d'impact, on parlait du souci dans l'économie sociale et solidaire de créer une entreprise sociale qui a une responsabilité de société. Depuis qu'il y a la RSE, mon métier a pris des lettres de noblesse, je ne suis plus au service de l'économie du pauvre. On vient me chercher pour parler de gouvernance collective et pour parler de maîtrise d'impact. Et alors le petit bisounours que je suis en service, et je pense à Feu Alain Marchand, qui y rêvait aussi, aujourd'hui j'accompagne des entreprises qui sont de l'économie classique pour essayer de maîtriser leur impact. Alors soit par contrainte réglementaire, soit par effectivement souci, mais ne savent pas comment s'y prendre. Donc voilà, et donc par ailleurs je suis donc dans des engagements de territoire, je vice-préside la Maison de l'Impact et je préside un tiers-lieu, les Nouvelles Grisettes qui est à Montpellier, et j'ai toujours des parts dans une SCOP à Oxalis. Alors dans mes différentes interventions dans MTO, et j'en remercie beaucoup la Chambre du Conseil, parce que c'est grâce à la Chambre du Conseil que je m'efforce de cesser une subjectivité dans mon approche, et ça m'efforce de faire une objectivité. Et donc j'ai travaillé autour de la stratégie d'alliance des entreprises, ce réflexe de travailler ensemble, autour du collaboratif aussi, des entrepreneurs qui sont de plus en plus indépendants. Je perçois la fin du salariat et on pousse à l'auto-entrepreneuriat. Donc c'était un sujet qui m'a fait beaucoup de soucis et qui est toujours d'ailleurs un souci qu'on a traité également avec Amsouet et Zarafia sur comment on veut être libre mais pauvre, quel est ce phénomène d'être auto-entrepreneur. Donc le souci que j'avais aujourd'hui, c'était comment des entreprises de l'économie marchande classique peut, sous contrainte de compétition économique, se soumettre à volontairement, sans obligation, sans réglementation, à une maîtrise d'impact en réduisant leur indicateur de performance classique au risque d'être de perdre des parts de marché du moment où les autres entreprises, elles, ne font pas ne se soumettent pas à certains indicateurs. Et donc je me disais, en fait, elles sont forcément pionnières, d'où le titre, pour se dire, on fait front, et oui, on préfère peut-être recruter des personnes particulièrement moins compétentes pour faciliter l'inclusion, n'est-ce pas, Nina, par exemple. Est-ce que, oui, on va peut-être faire moins de transport et pour pouvoir maîtriser l'impact carbone, etc. Enfin, des tas de solutions qu'on pourrait imaginer, mais qui est prêt à faire ça au risque de perdre des parts de marché. Alors, ce que j'ai fait, du coup, donc mon hypothèse, c'était éviter les risques d'effondrement concerner tout le monde, et du coup, les entreprises, est-ce qu'elles peuvent jouer un rôle en dehors d'être sous la contrainte? Est-ce qu'elles peuvent le faire en conscience et pas en greenwashing? Voilà. D'autant que, ça je voulais le dire après, et donc oui, et en fait, dans mon souci de réflexion, c'était comment on peut avoir donc un modèle économique qui soit à la fois un modèle économique qui soit rentable, mais qui maîtrise aussi l'impact. Voilà, donc ça c'était ma problématique. Donc j'ai un état de l'art qui s'est inspiré un peu de Laurent Éloi, Fabrice Philippot, etc., où je découvre qu'effectivement, à travers leurs travaux, que la planète est finie, que les ressources sur lesquelles la plupart des entreprises qui aujourd'hui sont bâties, ont une infrastructure bâtie sur des ressources et un modèle économique qui est équilibré sur des ressources qui ne sont plus là, au-delà de la réglementation, est-ce qu'elles s'en rendent compte, quoi? Est-ce qu'elles sont conscientes qu'elles ne seront plus compétitives du tout? Est-ce qu'elles se rendent compte qu'elles sont sur... Voilà. Et donc là, je me suis dit, waouh, mais il faut quand même que j'interroge ces gens, non pas ceux qui sont convaincus comme moi, parce que moi j'accompagne les entreprises responsables, donc ils sont déjà au fait de tout ça, mais les entreprises classiques.
Donc autour de moi, j'ai regardé qui je connaissais parmi les directeurs généraux, parmi des PDG, parmi des présidents qui étaient de l'économie marchande. Donc j'ai sollicité une douzaine de gens que je connaissais de confiance parce que j'étais au timing, j'ai une société à faire tourner, on était au mois de mai, je vise en général le mois d'août pour rédiger l'article, donc je me suis dit entre les moments où je veux bien en contacter, etc., je leur demandais, parce que la méthodologie que je souhaitais, d'ailleurs je vais vous en parler là, la méthodologie que je souhaitais, c'était faire 2 entretiens de 2 heures, 1h30, 2 heures, donc je leur demandais beaucoup de temps. Il y en a 4 qui ont accepté. 4 donc DG, PDG qui ont accepté. Donc en fait, si vous voulez, le timing et la relation de confiance, c'était que je ne pouvais pas arriver comme ça, comme un cheveu sur la soupe. J'aurais trop perdu de temps à gagner la confiance à ce qu'ils m'acceptent cet entretien. Donc parmi les 12, 4 ont pu me trouver du temps et ils m'ont accordé effectivement chacun entre 1h30 et 2 heures à 2 reprises, donc j'ai eu 16 heures d'entretien à traiter au mois d'août. Et en fait, des gens, vous voyez par exemple un directeur d'une filiale française, je me suis engagée à l'anonymat, une filiale française d'une holding internationale, qui est leader mondial accessoirement sur le marché du recrutement, un directeur général d'une société mère d'un groupe qui compte une dizaine de filiales à travers le monde, essentiellement sur l'Europe et 2 peut-être en Amérique du Sud. Un PDG qui est d'une société mère, un groupe filiale plutôt régional, Occitanie, PACA. Donc vous voyez, c'est au niveau des échelles, j'ai trouvé ça super intéressant aussi, et au niveau des niveaux, et vous allez voir que ce qui me rapporte, effectivement, de par leur perception, est vachement intéressante. Et là, on ne le voit pas bien, mais c'est un directeur, c'est un directeur de département, j'ai oublié de le rectifier, le directeur d'un département RSE-ESS au sein d'un grand groupe, qui compte 14 établissements, et voilà, un grand groupe qui fait du crédit financier, enfin voilà, du secteur bancaire. Et donc, du coup, l'idée de ces 2 méthodes, c'était, dans la première, c'était plutôt un entretien semi-directif, pour voir où ils en étaient dans leur perception. Je ne voulais pas les influencer du tout par rapport à mon engagement, leur dire, oh là là, vous vous rendez compte, la planète est finie, et ça serait dire, bon, parce que c'est cette histoire de planète finie. Donc, je les ai d'abord, dans un premier entretien, essayé de sonder sur qu'est-ce qui se passe dans la société, comment... Voilà, donc j'avais une grille d'entretien. Alors, j'avais remis un gros dossier à chacun, avec un engagement d'anonymat, expliqué la démarche de recherche, etc. J'avais quand même expliqué que ma recherche, c'était par rapport à la maîtrise d'impact, avant l'entretien. Et c'était comme ça que j'avais obtenu mon entretien. Donc ils savaient quand même de quoi on allait parler et où on allait en parler. Et dans ma grille d'entretien, j'avais quatre thématiques de discussion sur lesquelles j'essayais de donner du change pour voir comment ils réagissaient par rapport à quelles problématiques et comment ils percevaient les problématiques. Et dans un deuxième temps d'entretien, là j'étais beaucoup plus directive, puisque je voulais vérifier auprès d'eux des valeurs, alors à la fois celui que j'avais mis en place l'année dernière, qui était un diagramme d'auto-diagnostic du dirigeant pour savoir s'il se sentait libre, s'il se sentait suffisamment riche, s'il se sentait suffisamment créatif, donc une perception de DG et de PDG. Et ça, voilà. Je les ai sondés également sur les valeurs de l'économie sociale et solidaire, la gouvernance démocratique, comment ils l'aperçoivent, voilà, est-ce que c'est quelque chose des valeurs, en présentant bien qu'il s'agissait d'un mode ESS, et pas non pas, mais comment vous percevez ça. Comment, voilà. Donc, il y a des interlocuteurs qui ont dit, ah ouais, c'est super, voilà, d'autres, voilà, donc c'était carrément étrange, c'était 2 mondes parallèles. Et enfin, je leur ai fait jouer avec un jeu de cartes, avec les 12 postures de la permaculture, pour savoir finalement, pour chacun des préceptes, qu'est-ce que ça évoquait pour eux. Et étrangement, personne ne s'est pas reconnu dans... voilà, il n'y en a pas un qui avait dit, non, je ne vois pas du tout, ça ne correspond pas du tout. Donc je trouve ça intéressant, parce que ce seraient des critères vers lesquels j'aimerais aller. Donc, donc la première chose, j'ai enlevé mon plan, je vais vous dérouler ce que j'ai perçu. J'ai perçu donc des résultats économico-financiers face aux réflexes internes. Il y a des réflexes internes d'organisation, et donc il y a des critères de performance économique
où chacun, hein, parce que j'ai dû donc explorer ces 16 heures pour essayer de voir quel était le lien. Et donc, on a par exemple le directeur donc, territorial de la filiale française du groupe mondial qui m'exprime que les critères de performance économique sont descendants. Vous découvrirez rien, mais il y a des choses, voilà. Hein, et que, je ne vous lis pas tout ça, mais il y a des choses très fortes quand même. C'est drivé par notre holding et qu'on essaye de mettre en place des plans d'action mondiales. Donc voilà, ce directeur a quand même à sa tête, il manage 200 personnes sur son territoire. Et en fait, il ne décide de rien et les critères économiques et les performances économiques proviennent d'un monde. Et il m'a même évoqué à un moment donné que même son directeur de la filiale française ne décidait de rien non plus. Voilà, j'ai lu là quelque chose. Et là, alors celui-ci, on ne le voit pas, c'est l'orange. C'est le directeur donc, de la filiale qui a donc plusieurs... la maison mère, donc il me parle depuis la maison mère avec ses filiales. Hein. Et là, il me dit des filiales dans différents pays qui avaient leur propre autonomie, donc c'était l'idée d'exporter, et de se dire, mais en fait, chacun a son mode d'organisation et de culture, et ça, il faut qu'on en tienne compte. Il m'a fait un petit cours de culinaire. Il m'a dit voilà, on prend une image. Hein. Les Espagnols qui ont plutôt l'habitude de manger de la paella, les Allemands de la choucroute évidemment, et les Italiens des pâtes. Donc chacun a ses spécificités. Mais si demain on bosse et tout le monde doit manger la même chose, une choucroute à base de riz et de hareng, alors ça va avoir un goût qui va satisfaire à peu près tout le monde sur le papier. Tout le monde va pouvoir manger pareil, mais ça ne va pas dire forcément que ça va être bon. J'ai trouvé le parallèle sympa. En tout cas, on voit deux perceptions. Quelqu'un qui est plutôt localo-local et qui perçoit qu'effectivement, il y a des différences culturelles. Je pense même que c'est lui qui m'a dit c'est pas un Parisien qui va imposer à un Catalan la façon de voir les choses. Et là, on a quelqu'un qui, du coup, de toute façon, en est conscient, mais ne décide de rien. Il y a ensuite des critères au niveau de la performance managériale. Alors, ah oui, lui c'est le PDG de ce groupe qui couvre donc Occitanie PACA, et puis qui alors a ce souci, il est très très proche, il a 400 salariés, mais il est très très proche de ses salariés, et il m'a listé de tout ce qu'il avait équipé, la cuisine, le nombre de micro-ondes, ce souci de manger ensemble, de bien manger, qu'on ait une qualité de vie, parce que ça fait partie aussi de la vie d'équipe équilibrée et de manger sain. Voilà, donc là on a quelqu'un au niveau du critère managérial, on se dit, du coup, au niveau de la performance économique, il en tient compte aussi du confort économique, de ce temps passé peut-être, à pas que travailler, mais peut-être à manger aussi, à partager. Donc ça, c'était des choses intéressantes. Et là, on ne voit pas, on ne peut pas le réduire, cette petite fenêtre, non on peut la déplacer. La mettre en haut à droite, oui. Non, mais je vous le lis, c'est pas grave. Et alors voilà, donc ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, ce genre de propos-là, du souci de proximité, c'est vraiment les DG ou les PDG qui parlent avec des équipes qu'ils ont en direct, qui ont ce souci-là. Hein. Mais dès lors qu'on se retrouve avec un interlocuteur qui est vraiment éloigné, ces sujets-là de qualité de vie au travail, d'équipement, etc., ça n'a pas été forcément quelque chose qui a été forcément évoqué. Donc qui ne doit pas forcément tenir compte au niveau des résultats économiques, hein, le confort de tous. Et du coup, ça ne marche plus. Non, mais c'est pas grave, j'aurais lu. Ah, ça y est. Ouais, bon, c'est bon. Ensuite, j'ai étudié dans les textes, effectivement, dans les interviews, des résultats économico-financiers face aux conjonctures socio-économiques. La première conjoncture, c'est la crise du recrutement. Comment, en fait, ils tiennent compte de cette crise de recrutement. Mon bleu, je ne sais plus qui c'est. Mobilité, géographie. Oui, c'est le dirigeant qui est qui dirige la filiale, le territoire de la filiale française. Et lui, il se désole parce qu'il a donc une consigne internationale. Hein, et lui, il aimerait que ses cadres soient beaucoup plus mobiles. Et donc, il le regrette. Hein, la mobilité géographique, oh là là, il y en a de très très peu, c'est compliqué. Les gens veulent que ce soit associé à leur vie.
Voilà. Et à contrario, on a donc les autres interlocuteurs qui jouent justement en favorisant cette proximité géographique, en disant que ça favorise au contraire la fidélisation et que ça favorise également la pérennité des équipes. Et que du coup c'est un gage pour eux de stabilité et probablement de performance, je suppose. Enfin, en tout cas, c'est son calcul. On a également, donc, parmi les conjonctures, les menaces d'inflation. Alors, on a les deux dirigeants là, qui sont plutôt localo-local, hein, celui qui a Occitanie-PACA et celui qui a la maison mère avec des filiales, qui n'en peuvent plus de devoir négocier. Ils ont une sensation de perdre un temps fou à négocier les devis, à négocier les prix. Les clients négocient tout, la moindre heure, la moindre virgule, etc. Et ça, alors là, voilà, ça c'est une énergie folle à déployer là-dessus. Peut-être voulait-il la consacrer ailleurs, je ne sais pas. Et le facteur temps, pour eux deux, ne sera pas une considération de résultat économique. Alors oui, par exemple, là, ces deux interlocuteurs n'en ont même pas parlé. Le temps n'est pas forcément quelque chose qui les a préoccupés. Pourtant, il y en a un d'entre eux qui n'a plus de temps pour lui, entre les visios et les teams. Il enchaîne des visios et des teams. Voilà. Donc c'est étonnant parce que la notion de temps n'est pas forcément évoquée comme se sent son plein celui-ci. Et donc, on le voit ici dans la tendance au télétravail, où il nous exprime, eh bien écoutez, on n'a même pas le temps de fumer la clope, avant on pouvait, etc. J'ai plus le temps pour moi, j'ai plus le temps de lever la tête, j'ai pas le temps de souffler. Donc, lui, finalement, c'est pas forcément pour négocier les prix, c'est pas la gestion des tarifaires et la négociation des affaires, c'est le fait en fait de faire des réunions aiguës, parce que là je pense que le symptôme il est plutôt là, au risque de rendre très mal les équipes, et tous souffrent de ça, hein. Ça c'est épouvantable. Et alors notre directeur de territoire de la filiale française du groupe mondial, qui lui, pour le coup, trouve très avantageux le fait qu'il y ait du télétravail, parce que pour le coup, il y a une maîtrise d'impact carbone et que ça permet de réduire les coûts des transports. Ça permet également de gérer aussi la nécessité des surfaces allouées, puisqu'on n'a plus besoin d'avoir autant de bureaux alloués. Donc, finalement, est très satisfait de cette tendance à la distance, le télétravail. Donc j'ai détecté également dans leur témoignage des résultats économico-financiers dans un cadre réglementaire et de vigueur. En vigueur. Donc, comme je l'évoquais, je voulais identifier s'ils se sentaient obligés et contraints de respecter les impacts sociétaux. Et en fait, on a... lui, il parle donc depuis la maison mère, hein, qui a des filiales un peu à l'international. Et c'est kafkaïen ce qu'il décrit. Et le système est un peu pervers, c'est-à-dire qu'on complexifie tellement toutes les procédures et tous les systèmes que les gens finissent par se sentir étouffés. C'est éprouvant. Je vous ai pris qu'un extrait, mais voilà. Donc une lourdeur administrative où il a l'impression de ne pas être là où il devrait être, beaucoup plus au management. On lui demande des codes, des règles, des machins, des signatures, comme lui s'est plaint aussi. Notre PDG du Occitanie-PACA, là, qui nous dit, voilà, on vient vous foutre des contrôles à l'inspection du travail pour vérifier et qu'on a bien fait signer les chaînes de dérogation aux collaborateurs et qu'on a bien les avenants signés. Donc, des choses, en fait, qui sont complètement antinomiques par rapport à la réalité économique de l'activité. Et donc, l'incompatibilité économique... donc notre directeur territorial de la filiale française du groupe international m'exprime que finalement l'impact sociétal n'aura de sens qu'à partir du moment où il y a une cohérence économique, quoi. Oui, effectivement, d'où le télétravail, moins de transport, donc un plan carbone, moins de loyer, donc c'est plus intéressant. Donc on y va qu'effectivement si c'est économiquement intéressant. Alors, c'est étonnant, vous voyez, quand moi il me l'a dit, je ne découvre pas, mais après je me dis, oui, elle est là aussi, la clé
Elle est là aussi, la clé. Et quand le temps de gestion d'un planning de recrutement est submergent, il ne permet pas de respecter l'indicateur de réduction. Ah oui, et donc là, on a, pareil, le directeur Occitanie-PACA qui nous dit, ben voilà, on est tellement pris par le temps, de toute façon, qu'à un moment donné, toutes ces codes à cocher, les signatures et tout, enfin, on n'en finit plus. Territoire de l'entreprise et production sur mesure. Effectivement, moi de ce que j'ai perçu et que j'ai essayé de partager avec vous, ces heures d'entretien triées là, c'est que plus on se retrouve avec des dirigeants en proximité territoriale, plus il y a une prise de conscience avec la réalité ou humaine ou tout simplement organisationnelle ou de son territoire. Et on a un témoignage donc de ce DG là, du groupe là, qui nous dit effectivement, vous allez arriver en haut de la pyramide, vous regardez le résultat. Et donc l'humain va être complètement désagrégé. Donc c'est pas lui qui parle du groupe international, hein, mais effectivement, voilà. Les actionnaires, ils s'en fichent de la dimension humaine, m'a-t-il dit. Ah ben voilà, et c'est là le coup du Parisien qui ne va pas diriger un catalan. Donc effectivement, cette notion de proximité fait que, en tout cas c'est comme ça que je perçois les choses, fait que le modèle économique et les indicateurs de performance vont forcément être modulés si on tient compte des contraintes physiques, des contraintes de mobilité, des contraintes sociologiques dont on est au fait sur le territoire. Et dès lors qu'on en est coupé, et plus on est éloigné, après on s'arrête à des chiffres et on s'arrête à des résultats, et on se retrouve avec ce pauvre directeur qui nous dit moi de toute façon je rends des comptes économiques, mais ils ne tiennent pas compte qu'on a des maladies, qu'on a des problèmes. Voilà, donc voilà. Et alors à ce moment-là, je leur ai fait tirer les cartes. Et donc je leur ai dit, alors du coup, voilà, si vous tombez sur telle et telle chose, que vous observez, vous interagissez dans votre entreprise, comment ça se passe? Ah ben oui. Et donc chaque point, et comme je n'ai que, du coup, à mon avis, 3 minutes, je ne peux pas vous détailler tous les points, on pourra les voir après, mais c'est chaque point de posture de permaculture. Et la posture de la permaculture, en fait, c'est de prendre conscience que nous sommes dans un espace. Et je pense qu'il y a une taille critique, donc je ne connais pas encore, mais un espace géographique qui fait qu'à un moment donné, il y a un territoire que l'on peut percevoir et qu'on fait avec son territoire. On n'est pas une entreprise comme ça, on travaille en interaction avec des clients, en interaction avec des fournisseurs, en interaction avec des habitants, en interaction avec des entreprises voisines. Donc on crée une dynamique autour de soi. Et si on ne prend pas conscience que quand on fait un acte, ça a aussi un impact sur son territoire, du coup, on ne va peut-être pas réinterroger sa façon de travailler et d'exercer son activité. Et en fait, j'évoquais ce côté bisounours, j'ai ce côté bisounours qui est mon moteur, et je veux croire effectivement qu'à travers des formations, à travers des sensibilisations, des chefs d'entreprise pourraient, peut-être en jouant aux cartes ou j'en sais rien, mais en tout cas se dire tiens, pourquoi pas, est-ce que je peux m'appliquer ces différentes postures et comment je peux les appréhender. Et alors là, j'ai mes racines dans l'intermédiation. Moi, dans mes conclusions, elle fait vraiment référence à ça, c'est comment on peut tous travailler ensemble, quelles que soient les origines où l'on est. Et à mon avis, il y a une nécessité de mutation des mentalités et de la culture dans laquelle on est. Et je la vois sur quatre éléments, c'est cette notion de territorialisation des références et des unités de mesure globalisées. On ne peut pas avoir des unités de mesure à l'état mondial, je ne vois pas comment ça peut être cohérent, ça n'a pas de sens, c'est la choucroute à la paella et au hareng, quoi. Donc voilà, donc ça c'est à mon avis, il faut revoir cette notion de performance à échelle territoriale, et là il faudrait détecter la dimension en question. La notion de temps aussi. Est-ce qu'on ne devrait pas requalifier cette notion de temps où on a entendu des frustrations du temps passé à recruter, du temps passé à négocier, etc. Est-ce que finalement, ce temps de management, etc., c'est pas du temps productif?
parce que le capitaliste a affecté que ce temps de management était une fonction support, un temps improductif, parce qu'il ne produisait pas directement. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas le requalifier? Est-ce que finalement, le faire avec, le faire ensemble, c'est pas justement créer une dynamique de la créativité? Et voilà, je m'interroge là-dessus, hein, à travers ces témoignages. Je pense également que la proximité entre les instances de direction et les instances opérationnelles ne doit pas être rompue, quoi. Enfin, il y a quelque chose qu'il faudrait relier, quoi. Et puis, en tout cas, c'est cette notion de faire ensemble. Et en mon avis, et ça, il y a une part de subjectivité, je vous l'avoue, je trouve que le législateur a mis une lumière de la réalité économique. Et en fait, effectivement, je crois vraiment sincèrement, comme le rapport Brundtland évoquait, qu'il faut une réglementation pour mettre toutes les entreprises au même niveau et qu'il y ait une compétition et une compétitivité égalitaire, on va dire, hein, dans les mêmes règles de jeu, mais qu'il y ait une cohérence, parce que moi-même qui me soumets à des certifications et des labels, c'est du n'importe quoi. Je peux être labellisé, mais je n'ai pas plus de garantie de qualité. Parce que le législateur, à mon avis, est à l'opposé. Enfin, mais ça, c'est subjectif, mon propos, je suis d'accord. Donc voilà, j'ai terminé. Donc les pistes, étape suivante, je voudrais créer des indicateurs à partir des 12 postures de la permaculture. Voilà. Je n'ai pas fini mon boulot, mais... Merci.